Oui. Bonsoir. Une question par rapport aux procédures administratives. Oui. Bon, je voulais savoir, est-ce que pour un même registre de commerce, est-ce qu'on peut créer deux entreprises, c'est-à-dire deux NINEA? Ah, demandez aux amis là. Est-ce que pour le même registre de commerce, on peut créer deux NINEA? Oui. Non. Non, ça, Mounir, le prof de qui là, il s'appelle comment? Bien. Il va revenir en détail sur tout ça. Voilà, moi je pense que c'est pas possible. Bon, il y a mon ami ici là qui dit que aussi c'est pas possible, hein? Ouais. On l'écoute. Donnez-lui le micro. Bon, voilà, je ne pense pas que ce soit possible. Parce que le NINEA, c'est à l'image donc des cartes d'identité nationales. Donc chaque entreprise a son propre NINEA qui le différencie de ce qui l'identifie de façon unique. Donc lui, il dit, est-ce qu'avec un seul registre de commerce, on peut avoir deux NINEA? Bon, peut-être qu'il faut voir les détails au niveau donc, des En tout cas, je sais que dans le NINEA, on rappelle le registre de commerce. Effectivement, les deux vont ensemble. Mais par exemple, ce qu'il dit là, par exemple, je suis Sonatel. À l'origine, je suis Sonatel, société mère. D'accord. J'ai créé une filiale, Sonatel Mobile. Est-ce que j'ai besoin de créer un autre registre de commerce pour avoir le NINEA Sonatel Mobile? Bon, là, c'est discutable. Il faut voir. C'est discutable. C'est discutable. Il faut voir dans les Parce que moi, je pense que le NINEA, c'est par entité. Mais le registre de commerce, c'est pour la personne, c'est-à-dire le fondateur, quoi. Ou bien? Pourquoi la question? Parce que moi, j'ai eu le registre de commerce quelques jours avant le NINEA. Oui. Et une fois à l'APIX, ils m'ont dit, est-ce que vous avez un registre de commerce? Je leur ai dit oui. Donc, ils ont changé la procédure en me demandant d'amener ton registre de commerce pour qu'on te fasse un NINEA. Oui. Donc, c'est pourquoi je demande, est-ce que si je voulais créer une autre entreprise, voilà, est-ce qu'ils vont me demander un autre registre de commerce? Voilà. C'est ça, c'est pourquoi. En tout cas, pour avoir le NINEA, il faut forcément avoir le registre de commerce. Voilà. Moi, j'ai fait le registre de commerce au niveau du chambre de commerce et le NINEA à l'APIX. À l'APIX. Ouais, mais c'est lié, quoi. Ouais, c'est lié. Comme il le dit, c'est lié. Oui. Maintenant, ce qu'il faut poser au prof là, c'est il faut lui dire, est-ce qu'avec un seul registre de commerce, on peut avoir un ou plusieurs NINEA? D'accord. Ok, merci. Et bon, donnez-lui l'exemple de Sonatel avec la société mère Sonatel et les filiales. Est-ce que le même registre de commerce, mais avec un autre NINEA? Parce que, en fait, si on doit créer le NINEA, oui. Donc on fera appel au numéro du registre de commerce. Oui. Maintenant, si on doit faire deux NINEA avec le même registre différents, avec le même registre de commerce, ça veut dire que le registre de commerce va figurer sur les deux NINEA de différents noms. Bon, ça c'est trop technique pour moi. Mais, c'est-à-dire que mais je sais que le registre de commerce, on le modifie comme à souhait. Par exemple, si on veut avoir deux sociétés, A et B, on a un registre de commerce A. Donc, Alpha, déjà, par exemple. Oui, donc on a déjà le NINEA pour Alpha. Oui. Donc, un deuxième NINEA pour Beta. Maintenant, ça, avec le même registre de commerce Alpha, donc je pense que c'est ça. C'est possible. Ah, non, je ne bon, pense de toute pas. façon, mettez en stand-by et demandez au prof là. Je pense que c'est la meilleure solution. Parce que lui, c'est le spécialiste. Il faut partir avec des informations claires. Bon, moi, j'aurais été dans le privé toujours. Peut-être que je pourrais vous répondre valablement, mais ça fait longtemps, depuis 2001. Je ne suis plus dans le privé. Oui. Il y a Gnodé. 3 lan. Vous voyez la vie là. Moi, en 2001, on me disait boy. Maintenant, je suis avec des gamines qui ne sont même pas nées. C'est ça la vie. Demain aussi,
vous allez être à un niveau où les gens vont vous dire, mais regardez le vieux là. Ou bien la vieille là. Donc, obligation comptable, hein? Tenue comptabilité, reddition des comptes. C'est-à-dire, en fin d'année, dépôt. Donc, au plus tard, le 30 avril, il faut arrêter les comptes. Hein? Et au plus tard, le 30 juin, il faut tenir le conseil d'administration. Dans le but de quoi? De décider d'arrêter les comptes et d'affecter le résultat de l'exercice clos. Comprendre et mettre en place une relation, ça c'est par rapport au TDR, hein, pour le cours là. Comprendre et mettre en place une relation avec un expert comptable, ça je vous ai dit. Donc l'expert comptable en matière de comptabilité, c'est votre premier conseiller. Donc il peut agir à 2 niveaux ou bien même à 3 niveaux au niveau de l'entreprise. D'abord en termes de conseil, même quand vous voulez créer, ainsi de suite, il peut vous accompagner. En matière de création, en matière de tenue de la comptabilité, en cours d'année, l'expert comptable peut vous accompagner. Et en fin d'année, il a une casquette de commissaire au compte. On ne peut pas être commissaire au compte sans être expert comptable. Mais on peut être conseil comptable sans être expert. C'est-à-dire, si on est comptable agréé, là, on peut assister les entreprises. Mais on ne peut pas faire la révision des comptes en fin d'année. Donc, là, pour avoir plus d'informations sur l'expertise comptable ou bien les experts comptables, il faut aller dans leur site. Et il y a ce que l'on appelle le tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Donc, c'est l'ONECA. Comprendre et mettre en place une relation avec un banquier. Donc là aussi, le banquier, c'est quoi? C'est celui qui... C'est qui? Voilà. D'abord, qui gère votre argent. Mais si vous n'avez pas d'argent, le banquier, c'est celui qui vous prête de l'argent. Donc, je vous l'avais dit dès le début, il faut nouer des relations très poussées. Voilà. Et très conviviales avec le banquier. Il ne faut pas raccrocher au nez votre banquier. Hein? À la limite, il faut lui faire la cour. Hein? Ah oui. Parce que quand il est fâché, vous êtes fauché. Voilà. Donc, malheureusement, dans l'espace UEMOA, je ne dis même pas au Sénégal, les banques sont sur liquide. Nous, depuis la fac, on dit que les banques sont sur liquide. Et malheureusement, malgré cette surliquidité, les banques ne financent pas l'économie. Ou bien, ils mettent trop de conditions pour accéder au financement. Donc, il y a des moyens, soit de l'État ou bien d'autres moyens de financer son activité. Donc, il y a la DER pour les jeunes entrepreneurs. Il y a d'autres mécanismes. Et le crédit bail aussi, c'est une forme de financement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Mais le banquier, il faut des relations privilégiées. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu beaucoup de richesses ou bien qui ont fait leur essor grâce à un banquier. Voilà. Parce que des fois, c'est eux qui vous font des crédits de campagne, des facilités de caisse, des découverts, des emprunts. Tout ça, c'est des moyens pour financer votre activité. Soit dans le long terme ou bien dans le court terme. Donc dans le court terme, c'est ça qu'on appelle la trésorerie passive. Donc c'est les découverts, les facilités de caisse. Dans le long terme, c'est tout ce qui est emprunt, crédit bail, ainsi de suite. Hein? C'est bon? Bon, gestion des stocks, là, je vous renvoie au livre de André Hersa. Donc là, c'est tout ce qui est gestion des inventaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, le stock, c'est pour juste voir ce qu'il y avait avant, le stock initial, gérer les entrées, gérer les sorties pour déterminer quoi au finish, le stock final.
n'est-ce pas? En matière de comptabilité, il y a ce que l'on appelle deux types d'inventaire. Il y a l'inventaire permanent, c'est-à-dire en permanence, on connaît sur le plan théorique le solde des stocks, le montant des stocks. Et il y a ce que l'on appelle l'inventaire intermittent, c'est-à-dire par intermittence, soit trimestriellement ou annuellement, d'habitude c'est annuel, on connaît le montant des stocks. Mais quel que soit alpha, que ce soit en permanence ou par intermittence, on appréhende la variation des stocks. Stock final moins stock initial. Et tout ce qui est mis en comptabilité par le comptable en cours d'année, c'est du théorique. En fin d'année, forcément, il faut procéder à l'inventaire physique. Donc, il faut recenser individuellement le stock et le rapprocher de ce qui est en comptabilité. Pour faire quoi? Pour dégager les différences d'inventaire. Quand c'est des manquants, il faut passer des écritures de correction, il faut diminuer le stock théorique. Quand c'est des excédents, il faut augmenter le stock théorique. Et tout ça, c'est en relation avec ce que le commissaire de compte va dire, sincérité des comptes. Il faut que les comptes reflètent une image fidèle de la situation patrimoniale et de l'exploitation. Vous n'allez pas avoir 100 en stock réel, vous mettez 200 en stock théorique et que le commissaire au compte certifie ça. Il va dire non. Il va dire non. Donc, l'inventaire physique des stocks en fin d'année est obligatoire. Donc, je vous l'avais dit, il y a certains magasins, ils ferment, ils disent, ouais, ils font un truc. Pour besoin d'inventaire, on ferme le service de telle période à telle période. C'est bon? Gérer la relation client et le recouvrement. Donc, je vous l'avais dit, au Sénégal, ici, le client est chiffon. Malheureusement. Mais dans d'autres localités, le client, il est roi. Dans d'autres, il est empereur. Nous, on n'a pas cette notion-là de vraiment considérer le client comme une valeur sûre et stable. Nous, on considère le client comme un ennemi. C'est ce qui fait qu'en matière de recouvrement, c'est des tensions énormes. Voilà. Ils disent que la dette est quérable, elle n'est pas portable. Il faut aller quérir là. Donc, il faut aller récupérer la dette. Donc, si vous considérez votre client là comme du chiffon et vous vous présentez chez lui pour recouvrer votre créance, là, mais il va prendre un fusil à pompe et hein? Voilà, en matière de recouvrement aussi, il faut être très rigoureux. Si vous vendez à crédit, donc il faut fixer des délais d'encaissement, de recouvrement. Donc sur la facture, il faut indiquer délai de recouvrement 30 jours. Il y en a qui vont à 30 jours. S'ils ont une grosse capacité financière, un bon fonds de roulement. Il y en a qui vont à 60 jours. Et vraiment, pour les micro ou petites entreprises que vous êtes, il ne faut pas aller au-delà de 90 jours. Même l'État ne va pas au-delà de 90 jours. Ce que l'État doit à ses fournisseurs, au maximum, elle peut rester jusqu'à 90 jours pour les payer. Donc n'allez pas au-delà de... Parce que pourquoi? Le fait de recouvrer, c'est des encaissements. Donc on va le voir dans la situation, on l'a vu dans la situation de plan de trésorerie. Donc pour lancer d'autres commandes, il faut encaisser à temps. S'il y a un retard au niveau du recouvrement, ça va créer un retard au niveau de l'approvisionnement et les stocks vont en souffrir. N'est-ce pas? C'est comme les grandes surfaces. S'ils se permettaient, se payer le luxe de donner leurs marchandises à crédit, ça allait être la catastrophe. C'est pourquoi il y a certains logiciels, dès que le stock atteint un seuil critique, automatiquement, il déclenche la commande. Oui, il déclenche la commande et il faut approvisionner. Donc là aussi, en matière de gestion des stocks, il faut maîtriser le délai d'approvisionnement pour les entreprises commerciales où vraiment ça circule, ça tourne. Donc là aussi, les distributions, c'est trop
trop sensible. Surtout les denrées périssables là, ou bien les denrées de première nécessité très périssables là. Surtout le poisson, les fruits de mer. C'est compliqué, hein? J'ai vu une émission là, Facebook, on voit tout dans Facebook ou dans les réseaux sociaux. Les Blancs, ils commandent les crevettes ici, ils les conditionnent là-bas et ils disent que c'est du frais. Alors qu'ils le vaporisent, ils chauffent ça. Voilà. Après, ils mettent de la glace dessus, ils exposent ça au marché. Le client, il n'a aucune possibilité de vérifier que ce n'est pas frais. Et des fois, ils utilisent les produits là qui évitent que ça pourrisse là. Les conservateurs. Donc là, on montre le bonhomme là avec son chapeau. Il se dit expert en biologie. Il dit que bon, dès que le goût est neutre, c'est bon quoi. Voilà, c'est bon. Donc les Blancs là, ils sont très forts. Donc là, si vous vous lancez, il y a certains, bon, ceux qui vendent le ketchup ou bien le yet, ils n'ont pas ce problème-là de conservation. Mais ceux qui vendent des produits frais, ça, il faut être très regardant. Donc il faut maîtriser le délai d'approvisionnement. Il faut maîtriser aussi la clientèle, le délai de rotation du stock. Si on avait fait analyse financière très poussée, il y a le cycle de rotation du stock. Il y a même des ratios qu'ils calculent pour dire que si le ratio atteint tant, tac, il faut déclencher la commande. Et dans nos pays, il faut maîtriser le délai de livraison aussi. Chez les Européens, là, il y a DHL, ainsi de suite. Mais nous, ici, c'est difficile. C'est difficile. Surtout quand vous voulez approvisionner, c'est-à-dire prendre de la marchandise et approvisionner Dakar, c'est facile. Parce que tout converge vers Dakar. Mais prendre de la marchandise pour approvisionner les régions, surtout quand c'est des produits frais, ou bien, par exemple, supposons on doit livrer du poisson à Kolda, ça il faut des moyens. Il faut des moyens. Il faut des moyens parce que là-bas, c'est des 45 degrés, c'est des 30 degrés. Quand c'est des produits frais, vous voulez livrer... Moi, une fois, j'ai acheté des poulets, mais arrivé chez moi, j'ai eu la honte de ma vie. Hein. Pourquoi? Parce que le gars, il ne voulait pas acheter une glacière et mettre dedans. Il a livré comme ça. Avec les boyaux dedans, là. Et j'ai payé beaucoup d'argent. Oui. Question, s'il vous plaît. Je demande, est-ce que donc il y a une différence entre cette gestion de stock-là et la gestion de stock qu'on appelle gestion de stock par point de commande? C'est-à-dire, c'est ce qu'on apprend en recherche opérationnelle. C'est-à-dire, il y a un système de gestion de stock, il y a donc quand on veut gérer les approvisionnements, il y a une formule précise où on a donc un point exact où automatiquement il faudra donc réapprovisionner. C'est ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est des techniques scientifiques, très scientifiques même. C'est la recherche opérationnelle. Voilà, si on fait la recherche sur Google, donc on verra la recherche par point de commande. Donc c'est une variante de la gestion des stocks. Effectivement. Maintenant, vous verrez qu'en comptabilité, eux, ils ont d'autres méthodes, moins sophistiquées. Il y a la méthode du FIFO, first in, first out. Premier entrée, premier sortie. Il y a la méthode du last in, first out. Dernier entrée, premier sortie. Okay. Mais aussi, la méthode la plus répandue, c'est la méthode du coût unitaire moyen pondéré. C'est-à-dire, vous avez le même article, aujourd'hui il rentre à 50, demain il rentre à 75. Donc dans la méthode du first in, first out, vous sortez d'abord à 50 jusqu'à ce que ça s'épuise et vous sortez à 75. Last in, first out, même chose. Maintenant, dans la méthode du coût unitaire moyen pondéré, on va prendre 50 plus 75 et on divise par la quantité. Ça vous donne une moyenne de 65 ou 60 francs. Maintenant, ces 65 francs, on va les utiliser pour valoriser les marchandises vendues. C'est ça qu'on appelle le coût d'achat des marchandises vendues.
Donc, je ne veux pas entrer dans le tableau là parce que ça va être très compliqué, quoi. Le coût unitaire moyen pondéré. Donc, je vais faire un exemple. Avec d'abord, surtout avec le coût unitaire moyen pondéré, quoi. Ça a un petit link avec ce que l'on appelle la comptabilité analytique. Parce qu'en comptabilité analytique, il faut gérer le stock de matières premières, il faut gérer le stock de produits finis, il faut gérer le stock de semi-produits, de produits semi-ouvrés, il faut gérer le stock d'emballage, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Grosso modo, c'était ça. Hein? Donc, on a terminé plus tôt que prévu. Maintenant, il y a beaucoup de choses, j'ai résumé. Mais normalement, si c'était un cours d'analyse financière pur et dur, on n'en serait pas là. Si c'était un cours de comptabilité pur et dur, on n'en serait pas là aussi. Oui, on prend 20 ou 30 minutes de questions. TVA, voilà. Question. Donc la TVA, c'est une taxe qui frappe la consommation. Donc vous l'avez à deux niveaux. Donc vous avez à l'achat et vous avez à la vente. Donc supposons à l'achat, vous avez la facture qui est là. Vous avez brut hors taxe, vous avez 100 000. Vous avez TVA 18%. Ça vous donne 18 000. Donc c'est moins. Hein? Donc, égal TTC 118 000. Donc vous avez le fournisseur qui est là. Vous avez l'entreprise qui est là. Et vous avez le client. N'est-ce pas? Vous achetez à 100 000 hors taxe. Ça, c'est marchandise. Et lui, vous donnez l'argent, les 100 000. Donc, en comptabilité, vous allez faire 601 achats de marchandises pour 100 000. Vous allez faire 445 TVA récupérable sur achat pour 18 000. Supposons c'est à crédit. Hein? Donc 401 fournisseur. Vous achetez chez le fournisseur. Donc c'est 118 000 TTC que vous allez. Ici, on est dans la comptabilité de l'entreprise. Compta, entreprise. N'est-ce pas? Maintenant, l'entreprise décide de vendre cette marchandise à combien? Facture achat. Ici, c'est facture vente. Donc, on a brut. Combien par exemple? Brut hors taxe. Ici, c'est T1. Brut hors taxe, 120 000. TVA 18%, 120 000. 120 000 fois 18%. Voilà, 21 600. TTCG combien? 141 600. N'est-ce pas? Donc ici, pour une transaction de 120 000 hors taxe, vous avez la marchandise ici et vous avez l'argent. N'est-ce pas? Donc là, 411 clients, 141 600.
701, vente de marchandises pour 120 000. Et 443, TVA facturé pour 21 600. N'est-ce pas? Quand l'entreprise va tirer sa marge commerciale, il va dire 701, vente de marchandises, moins 601, achat. Donc il va avoir, hors taxe, c'est hors taxe, 120 000, moins 100 000. Donc il y a une marge commerciale de 20 000 hors taxe. Donc l'entreprise s'est enrichie à hauteur de combien? De 20 000. Mais l'entreprise a facturé pour l'État combien? 21 600. Maintenant, on va dire à l'entreprise, vous allez faire votre déclaration annuelle, votre déclaration de TVA. N'est-ce pas? On va faire TVA facturé sur vente. 21 000 moins TVA récupérable sur achat. Donc ça c'est déductible. 18 000. Donc une finish, il aura une TVA due, non pas de 21 600, mais on lui autorise à déduire sur ses achats. De combien? De 3 600. C'est comme si, conclusion, au finish, l'État ne réclame la TVA après déduction que sur les 20 000 francs hors taxe. N'est-ce pas? Parce que 20 000 hors taxe fois 18% égale 3 600. Donc vous voyez que l'État est juste. Mais là, c'est à condition que ce soit déductible. Donc si ce n'est pas déductible, vous allez reverser à l'État les 21 600 et vous perdez les déductibles. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour déduire, il faut respecter respect des conditions de déductibilité. Des conditions de déductibilité de forme et de fond. Pour la forme, par exemple, c'est le NINEA doit figurer sur la facture. Pour le fond, le bien acheté doit rentrer dans le cadre normal de l'activité. Quelle est la différence entre TVA facturée sur vente et TVA récupérable sur achat? Mais quand vous vendez, c'est ça? Il dit la différence entre TVA facturée sur vente, c'est les 21 600, et la TVA récupérable sur achat, c'est les 18 000. Mais cette TVA-là, on parle de TVA supportée. Déductible, on le met dans le 445. Non déductible, on le met dans le coût d'achat des marchandises vendues. C'est un élément de coût. Oui? Bon, qui a levé la main en premier d'abord? Oui, allez-y. Bon, monsieur, si je comprends bien, donc le TVA, la c'est TVA, une taxe. Ça se prend sur, ça peut se déduire sur une seule marchandise deux fois. C'est-à-dire, quand on achète une marchandise qu'on veut revendre, oui, est-ce qu'on peut, à l'achat,
Oui. Il y a un TVA qui va supporter. Ce sont les 18 000 francs. Maintenant, et le même marchandise encore va être vendu à quelqu'un d'autre. C'est les 21 600. Maintenant, l'État dit, quand vous vendez, vous collectez pour moi la TVA parce que la TVA, elle est payée par le consommateur final. Okay. Mais vous, sur ce que vous avez supporté, je vous donne l'autorisation, si les conditions sont respectées, de déduire ça de ce que vous devez me reverser. Ça, c'est clair? Parce que pourquoi? Parce que vous êtes un intermédiaire. Okay. Mais le consommateur final, il supporte toute la TVA. Donc c'est inclus dans son prix d'achat. D'accord. C'est bon? Oui, c'est compris. Merci. Donc quelqu'un qui a une question sur ce qui n'était pas clair dans le cours? Sinon, chacun va parler, c'est ce qui reste là. Oui. Vous voyez, il se tire d'affaire en parlant d'abord, en premier. Donc d'abord au fond, après vous, hein. Éteignez comme ça. Pour calculer la TVA, on peut juste partir des montants hors taxes, c'est-à-dire les ventes, les 120 000. C'est ça. On fait la différence des 100 millions. Non, on multiplie par 18%. Ah, vous voulez... Ah, c'est d'une autre manière, ok. On fait la différence et on applique les 18%. C'est ça, c'est 120 000 moins 100 000, multiplié par 18%. C'est ça que j'ai mis, bon, 20 000 quoi, les 20 000 là. Mais ça, c'est la TVA après déduction. Ouais. Mais si c'est sans déduction, c'est 23 600 qu'il reverse aux impôts. Donc ça veut dire que soyez en règle pour payer 3 600. Si vous n'êtes pas en règle, vous allez payer 21 600. Donc ça va diminuer. Donc dans le cadre de la gestion de votre trésorerie, vous avez encaissé 141 600. Vous avez décaissé 118 000. N'est-ce pas? Mais si vous n'êtes pas en règle, vous allez débourser 21 600. Alors que si vous étiez en règle, vous n'allez débourser que 3 600. C'est ça l'interprétation terre à terre. Donc, soyez en règle pour mieux gérer votre trésorerie. C'est ça la recommandation. C'est une forte recommandation. Si je comprends bien, c'est... Micro, parce qu'il y a nos amis du cloud. Si je comprends bien, c'est bon, le formel et l'informel. Voilà. Quand on est dans le secteur informel, on est pénalisé. Donc, on ne le sent pas, mais on le sent en trésorerie. Mais pour le formel, lui, il ne paye que 3 600. Donc, ça veut dire que lui, 141 600 moins 118, ça fait combien? 21 600 plus 2000, ça fait 23 600. Donc, ça veut dire que lui, s'il est formel, il a en trésorerie cash ce qu'il a effectivement, comment dirais-je, ce qu'il a effectivement encaissé en hors taxe. Donc le surplus, c'est juste ce que l'État lui prend. Et pour la facturation des structures exonérées? Voilà, si c'est des structures exonérées, là, on n'aura plus ça. N'est-ce pas? Donc lui, il va mettre 100 000 et l'autre n'aura pas le droit à déduire. À déduire. Oui. Parce qu'il n'a pas supporté de TVA sur l'achat. Donc il ne peut pas déduire. Donc lui, il collecte parce que ce n'est pas lui qui le supporte. Ouais. Lui, il collecte pour l'État et il reverse tout. Mais il aura toujours sa marge commerciale là, de 20 000. Okay. Hein? Il le collecte chez le consommateur. Mais on ne lui donne pas le droit à déduire parce qu'en amont, il n'a pas supporté la TVA. Donc il n'a pas supporté. Soit on supporte une TVA ou on ne supporte pas. Et quand on supporte, c'est déductible ou ce n'est pas déductible. C'est bon? Oui. Monsieur, donc ce cas de figure, ça ne s'applique que si la marchandise est achetée et revendue telle qu'elle. En l'état, voilà, c'est ça. Voilà. Mais si elle subit une transformation, c'est... Si, quand ça subit une transformation, là où vous avez achat, c'est les achats de matières premières, où il y aura la TVA. C'est les achats de matières et fournitures consommables.
où il y aura la TVA. Donc tout ça, on vous donne l'autorisation de déduire. Et quand vous allez répercuter ça sur le prix de vente, c'est là où vous allez collecter. D'accord. C'est bon? Et si, je ne sais pas, si la marchandise, la matière première, par exemple, n'est que, je ne sais pas, partiellement utilisée sur le produit final. Vous allez faire ce que l'on appelle la règle du prorata. D'accord. Vous allez déduire au prorata. D'accord. Vous voyez, le fisc a tout prévu. Oui, c'est ça le prorata. On va dire combien de pourcentage est déductible. Et c'est là où on va l'appliquer sur le montant de la TVA déductible. De la TVA liquidée, quoi. C'est bon? Donc, ceux qui font vos comptables là, il faut bien leur payer parce que ça, ils le voient au détail. Hein. Là-bas, au niveau de l'ENSUD, là, mais il faut baver pour avoir le diplôme supérieur comptable. Hein. Diplôme élémentaire, c'est jouable. Mais un vrai comptable, c'est celui, le teneur de livre là, c'est élémentaire. C'est niveau 4e à l'entrée. Mais diplôme supérieur comptable, c'est niveau BFM. Bon, au-delà de BFM, 4e, c'est avant le BFM. Mais diplôme supérieur, c'est entre BFM et terminal. Hein. Moi, j'ai fait 3 ans pour rien que pour avoir le certificat juridique. C'est pourquoi je déteste le droit. 3 ans. Alors que le certificat comptable, je l'ai eu 2008, taf taf. Sans même être assidu au cours là. Oui, j'ai pris que 3 jours de préparation. Et ma femme riait, quoi. Elle disait que toi, tu ne vas pas passer. J'en ai fait un défi et je suis passé. Certificat juridique, 3 ans. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut partager. Hein? Hein? Des fois, j'avais même honte, à la fin là, j'avais même honte d'aller en classe parce qu'il y avait des petites là et des petits qui étaient dans la salle. Moi, je venais avec mon sikkim là. Moi, je les laissais comme les tiens là. Comme ça, je ne saluais pas. Ils croyaient que j'étais un ibadou. Et j'étais froid. Hein. Je viens en dernier dans la classe. J'ai enlevé costume, cravate. Pause, je restais dans la salle. Même si j'ai envie d'aller au petit coin, je reste dans la salle. Ah, sinon, ils vont te tutoyer, vraiment, quand même. Hein? Après, vous faites devoir, vous allez avoir des erreurs, ils vont dire que voilà le gosse là. Mais à l'oral, quand ils tremblent là pour rentrer dans la salle, moi je suis le premier à rentrer. Le prof, je passe un sale quart d'heure devant le prof. J'y connaissais rien, mais j'ai la témérité. Là aussi, quand vous allez défendre votre projet, il ne faut pas vous laisser intimider par le jury. Il ne faut pas dire non aussi. Je ne sais pas. Non, non. Ça, c'est les losers. Il ne faut pas être défaitiste. Il faut défendre. Et en matière de négociation, parce que vous avez négocié, parce que si derrière, ils mettaient un financement derrière le projet, ça, il faut le gagner à la sueur de votre front. Donc là, il faut savoir en fonction des situations, si vous êtes en position défavorable, des fois vous me posez des questions, ce n'est pas parce que je connais tout, mais il faut avoir l'art de retourner ça. Vous interpellez la juriste, faites le malin le temps que ça vienne, ou bien vous posez 2 ou 3 questions. Une fois, on était allé en réunion là, à la cour des comptes, on demande à mon patron, il dit, bon, question très compliquée. On était 2 là après lui. Donc lui, il était là, mon supérieur direct, et ensuite moi. Il se tourne vers le supérieur direct. Il dit, mais est-ce que vous avez la réponse? Le gars lui dit, ah. Moi, déjà commencé à trembler. Ensuite, il se tourne vers moi. Il me dit, est-ce que tu as la réponse? Je dis, ah, je ne sais pas. Il dit, là, j'espère, il faut couper ça. Mais il était tellement ingénieux. Mais il a posé, il a dit, mais excusez-moi,
messieurs les conseillers, donc c'est des conseillers référendaires, c'est des juges, mais pour me permettre de comprendre, est-ce que, donc il a retourné la question par une question. Et là, dès que les gars ont réagi, ils se sont engouffrés dans ça pour s'en sortir. Donc ça veut dire que ce n'est pas toutes les questions qu'on vous pose que vous pouvez répondre. Maintenant aussi, il y a ce que l'on appelle la tenue. Parce qu'en matière d'expression orale, il y a la connaissance et la tenue. Il y a le fond et la forme. Le fond, c'est la connaissance. N'est-ce pas? Maintenant, la forme, c'est la manière de s'exprimer. Donc ce matin, j'ai entendu Aline Sall là, pour dire que oui, des fois, pour aller à un entretien, les gens viennent avec les jeans délabrés, les nyamani, nyamanya. Vous êtes des trucs. Hein? C'est vrai, en classe, vous pouvez venir avec les baskets que tu dis, mais quand vous allez défendre votre projet, il faut être sérieux quand même. Actuellement, vous ne pouvez pas sentir le poids ou bien l'enjeu, mais si derrière, il y avait un financement à accorder pour les projets les mieux élaborés, mais là, il faut montrer qu'on est sérieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour montrer qu'on est bien sapé ou pas, c'est pour montrer qu'on est capable de gérer de l'argent. Et l'enjeu, ce n'est pas la gestion de l'argent, l'enjeu, c'est la gestion des hommes. Vous avez vu que tout au long du cours, on a beaucoup parlé des employés. Les ressources humaines, c'est des ressources humaines. Et ça, c'est une science très compliquée. Même le cours de GRH, là, c'est juste des théories comme ça. Hein. Mais en entreprise, mais vous allez voir tous les cas. Vous allez voir les gris, les bleus, les noirs, les blancs. C'est très compliqué. Les ressources humaines varient, changent du jour au lendemain. On ne peut pas les appréhender. Quand c'est le ménage, ça, on peut, oui, bon, la nuit, vous dites à la femme, hein, écoute, hein, vous discutez, vous arrondissez les angles. Mais les ressources humaines, surtout quand elles ne sont pas motivées, 17h pile, ils rangent leurs affaires et quittent. Vous leur faites la remontrance et vous dites, merde, qu'est-ce que vous en pouvez? Rien du tout. Surtout quand ils maîtrisent leur domaine. Là, vraiment, il y a des patrons qui sont pris en otage par leurs agents. Là aussi, c'est votre faute. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de trop déléguer. Ou bien, même quand vous déléguez, maîtrisez au moins ce que vous déléguez. C'est comme quand on délègue délégation de pouvoir là, ou de signature. Il y a deux types de délégations. Délégation de signature ou bien délégation de pouvoir. Ça, quand on le fait, il faut d'abord maîtriser son domaine. Et puis, il faut mettre en place un dispositif de contrôle interne. De telle sorte que s'il y a quelque chose d'anormal, que vous puissiez le détecter dans les meilleurs délais. Je ne dis pas dans la journée, mais dans les meilleurs délais. Mais on a vu des détournements qu'on découvre en fin d'année, quand on arrête les comptes là. Ou bien le caissier là. Ouh, là, il faut être très regardant. Parce que c'est du cash, c'est de l'immédiat, c'est très rapide. Okay. Bon, il n'a pas bon, d'abord son commentaire, ensuite votre question. Ah, je tourne. Hein. Cher. Je disais tout à l'heure, là, c'est d'où l'utilité d'avoir les services de contrôle, gestion et audit interne. Voilà, mais quand, au début, ça va être lourd, parce qu'en termes de parce que d'habitude, il y a le contrôle de gestion et l'audit interne. Et l'audit interne, ouais. Ça, c'est très important. Nous, en Afrique, on croit que ça, c'est des trucs de toubab ou trucs, mais c'est très important. Tous les jours, on dit détournement à la poste, détournement à telle banque, ainsi de suite. C'est parce que ces services, soit ne sont pas mis en place, ou bien sont inefficaces. Parce que même le contrôle de gestion pourra nous permettre d'avoir la maîtrise des coûts. C'est ça. Et l'audit interne, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est des services qui sont rattachés directement à la direction générale. Et c'est leur loupe, quoi. Voilà. Ils passent tout au peigne fin. Oui, au fond. Si vous ne parlez pas tour de table, hein, comme quand j'entends une dernière fois votre voix, puisque après ce sera la plupart du temps des mails, quoi. Ah oui, ce que je reçois comme appel par jour,
Ça, si vous ajustez vos flux entrants, c'est difficile. Hein? Oui. C'est pour revenir sur la question d'hier. À propos, on avait pris l'exemple d'Auchan, Oui. producteur et de l'intermédiaire. Oui. Par exemple, si le producteur est à la fois de l'intermédiaire, c'est-à-dire, on avait dit Producteur, donc ça veut dire que lui, il vend directement. Vous voulez partir? que s'il est le, Elle par veut exemple, partir. on peut avoir une Vous voulez entreprise. partir? Ah. Oui. Je disais qu'on peut avoir une entreprise Celui qui veut partir part. Hein? qui est dans la production à la fois. C'est la démocratie. Oui, allez-y. Allez-y. Je m'excuse. Je disais que on peut avoir une entreprise qui est dans la production, mais aussi dans la commercialisation. Oui. Et si cette entreprise-là vend, par exemple, à Auchan, Oui. la TVA est-elle exonérée ou pas? Non. C'est-à-dire la TVA, c'est par rapport à la nature du produit vendu. Maintenant, s'il est dans la distribution, donc lui, il va sur sa facture de vente là. Donc ici, c'est par rapport à la distribution. Donc l'entreprise va produire ici, n'est-ce pas? Donc il va acheter des matières premières, ainsi de suite, n'est-ce pas? Maintenant, elle se positionne à la vente. Supposons que cette facture-là, c'est l'activité commerciale. Maintenant, elle a un véhicule de livraison. C'est l'activité prestation de service. À ce moment-là, elle va facturer ça. Donc, vous allez avoir brut 1, marchandise brut. Et ensuite, vous allez avoir transport hors taxe. Vous sommez les deux, vous allez avoir le total hors taxe. Et sur ça, vous allez appliquer la TVA. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tous les services fournis, les services de livraison, ou bien les prestations de services fournies par l'entreprise, elle doit les facturer pour avoir une marge. Donc, vous n'allez pas avoir un service un dispositif de livraison et ne pas le facturer au client. Là, vous allez perdre. Parce que sinon, vous allez payer le chauffeur. Vous allez payer, n'est-ce pas, le chauffeur de livraison. Vous allez acheter le carburant. Vous allez supporter l'entretien et la réparation des véhicules. Ça, il faut le répercuter au consommateur final. Donc, ça va augmenter son coût d'achat. C'est bon? Oui. Éteignez l'autre, oui. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur l'explication concernant les stocks théoriques et stocks physiques? Stock théorique et stock physique. Voilà, comme je suis au tableau là. Donc, stock. Donc là, vous allez avoir éléments, quantité, prix unitaire, montant. Donc, supposons que c'est des marchandises. Vous allez avoir prix d'achat. Vous achetez 10 à 200 francs. Ça fait combien? À 2000. Ça fait 20 000. Vous avez des frais directs d'achat. Et vous avez des frais indirects d'achat. Supposons que c'est des frais forfaitaires. Ici, vous avez 5 000 et ici, vous avez 2 000 francs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'achat. C'est les entrées. Coût d'achat égale prix d'achat plus frais. Donc, les 10 là, ça m'a coûté, au lieu de 20 000, ça m'a coûté 25 000. Donc, j'ai un prix d'achat, un coût d'achat unitaire de 2 700. N'est-ce pas? Ensuite, vous avez l'existant, ce qu'il y avait avant l'entrée. Supposons qu'au niveau de l'existant, vous aviez 5.
à 2500. 5 fois 2500, ça fait 12 500. Non, vous avez, ça c'était le stock initial. Stock initial plus entrée, c'est ça qu'on appelle l'existant. Donc il y a 15 à, comment dirais-je, 39 500. N'est-ce pas? Maintenant, c'est ça qu'on appelle le coût unitaire moyen pondéré. Calculez-le, 39 500 divisé par 15, ça vous donne combien? Elle est là-bas. Ça fait combien? Ça fait 2000 et quelques. C'est la moyenne des deux prix. 2633, hein? 2600, hein? Voilà, virgule 3. C'est un prix. Après, vous avez les sorties pour vente. Supposons on sort 7. Mais on va les sortir à 2633,3. Ça vous donne combien? Ça vous donne combien? 2633,3 fois 7. Hein? Voilà, 18 433. Ici, on arrondit. Parce que c'est des montants. C'est là où vous allez avoir le stock final théorique. N'est-ce pas? 17, 15 moins 17. 15 moins 7 égale combien? Hein? 8. Que je valorise à 2633,3. Ça me fait combien? Ça me fait 21 000. Ouais. Voilà, donc c'est 21 066. Non, c'est bon. Ici, c'est des montants. N'est-ce pas? En quantité, prix unitaire, on peut avoir des virgules, mais en montant, c'est à la dizaine. Donc, pourquoi c'est théorique? Quand le comptable, lui, sur la base de la facture d'achat, lui, il va, parce que c'est sur le papier, lui, il comptabilise sur pièce, sur preuve. Et la preuve, c'est la facture. Il va mettre 10 fois 2000, il va mettre, et les frais directs aussi, c'est sur pièce, il les comptabilise. Mais entre-temps, les 10 là, quelqu'un peut les voler, il peut subtiliser 5 ou 2 ou truc. Maintenant, pour le stock initial, ça, on l'avait déjà recensé l'année dernière. On le reporte. Donc l'existant là, si on en volait ici ou ici, en cours d'année, donc l'existant théoriquement c'est 15. Les sorties aussi, c'est par rapport à la facture de vente. Mais ce qui reste en stock, ça aussi, même avant de faire l'inventaire, quelqu'un peut rentrer et voler. Tout ça, c'est sur la base de pièces. C'est pourquoi en fin d'année, on dit, vous allez déterminer le stock final réel. Ça, c'est l'inventaire physique. N'est-ce pas? Supposons qu'au niveau de l'inventaire physique, je décompte 7. Donc ça, je les valorise toujours à mon coût unitaire moyen pondéré. Ça me fait 18 433. Donc en réalité, j'ai une différence d'inventaire ou un manquant en stock de combien? C'est réel moins théorique. De moins 1 que je valorise à 2633,3. Donc de moins 2633. Est-ce vrai? Donc en comptabilité, là où on avait dans le compte 30 là, parce que les stocks, on va avoir ici 30, 301 marchandises. Il va avoir le stock initial, combien?
Stock initial, 12 500. Je mets ici 12 500. Donc ça, c'est les entrées, ça, c'est les sorties. Je vais avoir en entrée 10 à 27 000. Donc je vais avoir 27 000. Ce qui fait qu'au total, je vais avoir en sortie combien? 18 433. Donc 18 433 ici. Et 39 500. Donc ici, j'ai un solde débiteur. On le met de l'autre côté pour équilibrer. J'ai un solde débiteur théorique. De combien? De 21 066. N'est-ce pas? Bon, si on arrondit, on aura 39 500. Mais ça, on ne va pas le laisser dans la comptabilité. Parce que ça, c'est comme si au finish, on a 301 marchandises. Il reste 21 066. Dans la balance, dans les comptes, dans ce que le comptable va vous tirer comme document, avant inventaire, vous allez avoir ici 21 600. Alors qu'en réalité, c'est 21 600 moins, c'est moins 2633. Donc on a normalement, c'est combien? 21 600 moins 21 066 moins, ça fait 19 000 ou 18 000? 18 000. Voilà, c'est 18 433. C'est ça la réalité. Est-ce vrai? Donc c'est ça la différence entre le solde théorique qu'on corrige des différences d'inventaire en fin d'année pour avoir le solde réel qui reflète la réalité du fait de l'inventaire. C'est bon? Donc l'inventaire c'est important. Donc ce n'est pas le stock qu'on inventorie. On va inventorier les immobilisations physiques. On va, parce que ça c'est le rôle du commissaire aux comptes en fin d'année pour dire que les comptes sont réguliers et sincères. Il va faire ce que l'on appelle la circularisation des fournisseurs. À chaque fournisseur, il y aura une correspondance pour dire quel est le montant de votre solde pour le client Diop, pour l'entreprise. Pareil, il va adresser des correspondances à tous les clients. Et dans chaque correspondance, il va mettre une enveloppe timbrée et un coupon de réponse qu'il va envoyer non pas à l'entreprise, mais au commissaire aux comptes directement. Et tout ça, ils vont vérifier. Les comptes de trésorerie, donc on a vu les immobilisations, on inventorie et on fait les références. On fait les amortissements, c'est ça qu'on appelle les travaux de fin d'exercice. Les stocks, on va recenser pour dégager les différences d'inventaire. Les créances, on circularise et les dettes. La trésorerie, on va faire le rapprochement bancaire. On va demander à la banque son relevé, on va regarder le journal de banque et on va rapprocher. Est-ce vrai? Tout ce qui est passif, on va s'assurer que les montants qui sont là-bas sont les bons montants. Et au finish, il va dire que je certifie que les comptes sont réguliers et sincères et reflètent une image fidèle de la situation patrimoniale, bilan et de l'exploitation, compte de résultat. Et en conséquence, je formule mon opinion favorable. Des fois, il dit, je formule mon opinion avec réserve. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas procédé à l'inventaire des immobilisations ou des stocks. Et des fois, il dit, je ne formule aucune opinion. Et je ne certifie pas. On certifie avec réserve ou sans réserve. Mais on dit, on ne certifie pas. Parce que tout ce que vous avez mis dans la comptabilité, c'est faux. C'est pourquoi ils sont membres des professions libérales. Et vous ne pouvez rien leur faire. S'ils se rendent compte que vous avez fait des malversations, ils peuvent convoquer, le commissaire aux comptes, il peut convoquer une session extraordinaire du conseil d'administration pour vous révoquer, vous en tant que dirigeant. Ah, waouh! Et
ne vous aventurez pas à les corrompre ou les soudoyer. Ah oui, ils vont vous humilier. Parce qu'ils sont très riches. Pas riches, quoi, mais ils sont très dignes. Et demain, je vais être expert comptable. Parce que je suis là, d'Escogef, Césac. Mais je ne suis jamais allé. Parce que je n'ai pas le temps de faire les cours. Là aussi, 3 ans. Une fois, je suis rentré en classe, tout le monde me regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça? On croyait que vous étiez le prof. Allez-y. Des fois, pour les immobiliers, l'inventaire. Oui. Des fois, on peut escamoter l'inventaire des fournitures. C'est-à-dire qu'on inventorie l'immobilisation. C'est ça. Mais on laisse les fournitures. Est-ce qu'il n'y a pas tellement d'incidence? En tout Parce cas, que ça ne reflète pas... La loi fiscale dit, aussi bien les marchandises, les immobilisations, que les fournitures, il faut inventorier. Et quand vous inventoriez, vous allez créer des comptes de stock. Donc ici, la contrepartie, c'est le compte variation de stock. Donc vous allez créer un compte stock de fourniture et variation de stock de fourniture. Donc là, il faut, parce que ce n'est pas uniquement la marchandise, mais si vous achetez des rames de papier pour les services, mais là, en fin d'année, il faut regarder, est-ce que les gars, ils ne prennent pas et ils revendent dans le marché noir. Si vous achetez des stocks de bic, là aussi, ouais, il y a de grosses entreprises là, c'est des cartons et des cartons de bic, hein. Surtout les post-it là. Post-it. Voilà. Des fois, les gens, ils prennent, ils revendent. Hein. Si vous avez des stocks d'agenda, les gens, ils prennent, ils revendent. Donc tout ça, c'est des fournitures qu'il faut... Les crayons, les gommes, tout ça, si vous voulez, vous décidez de les suivre en stock. Et à ce moment-là, en fin d'année, il faut les répertorier et les porter en différence d'inventaire. Et par exemple, dans le cas d'un maître d'ouvrage. D'un maître d'ouvrage qui donne un marché. Oui. Donc il y a la vente des DAO. Oui. Mais la vente des DAO, en fait, c'est un extra. C'est un extra comptable. Oui. Maintenant, si on doit faire le bilan, oui. On le prend en charge ou bien? Si ça passe par les comptes de trésorerie, ouais. Il faut les prendre en compte. Comme autre produit. Parce que les DAO, là, pour les entreprises publiques, ils vendent, mais les 50%, supposons c'est 100 000, les 50%, ils reversent ça à l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Donc ça, il faut que ça passe par les comptes. Ça va figurer dans les états financiers. Oui. Il ne nous reste que quelques minutes. Quelques minutes, hein. Il y en a qui sont fatigués. Hein. Donc, à nous revoir, hein, mon frère. Cash flow, je vais demander, je vous envoie. Vous m'envoyez un mail. Je vous donne ça au détail. Et je vais faire un petit document résumé qu'on va mettre dans la plateforme. C'est bon? Les ratios aussi, je vous ferai un résumé. Ça, il faut me relancer, hein, parce que moi, dès que je retourne au bureau, c'est à faux continu. Donc, dernier mot, c'est quoi? Bonne chance.